L'égalité était-elle le mode de vie des premiers hommes, comme se l'imaginaient Jean-Jacques Rousseau et Karl Marx? Les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient très variées et s'adaptaient aux conditions extérieures, comme le climat ou les conflits. Impossible de les ranger strictement dans un modèle égalitaire ou hiérarchique. Ça pouvait soit tendre vers des modèles égalitaires où les ressources étaient partagées et les rôles de genre distincts mais équilibrés, soit vers des modèles hiérarchisés avec des hiérarchies basées sur l'âge, le sexe, l'expérience ou les compétences. Dans tous les cas, le fonctionnement était complémentaire, chaque rôle étant essentiel. Tout porte à croire que les inégalités de richesse deviennent significatives avec le néolithique. Pour les inégalités sexuelles, selon l'anthropologue Emmanuel Todd, plus la civilisation est ancienne, plus le statut des femmes est rabaissé, comme dans les civilisations orientales. Et plus la civilisation est jeune, comme la civilisation européenne, plus le statut des femmes demeurait important, comme un vestige des sociétés primitives. Ce n'est donc pas un hasard si l'idée de l'égalité homme-femme trouve davantage un écho dans la civilisation occidentale que dans les civilisations orientales. Pour ces vieilles civilisations, la libération de la femme est un retour en arrière et la libération sexuelle un retour vers l'âge primitif. Un autre facteur donné par Emmanuel Todd, c'est les structures familiales. Il a démontré que les idéologies égalitaristes se sont développées là où préexistait un modèle familial égalitaire. Mais l'histoire de l'égalité n'est pas l'histoire de l'égalitarisme. L'égalité, c'est un mode de vie, une façon dont une société s'organise naturellement. Par exemple, chez certains chasseurs-cueilleurs, les ressources étaient relativement partagées, les décisions plus ou moins prises ensemble, et personne n'avait trop de pouvoir sur les autres. L'égalité n'était pas une idée théorisée, juste une manière de fonctionner adaptée à leur mode de vie. L'égalitarisme, par contre, c'est une idéologie, une théorie inventée par des penseurs pour promouvoir une égalité idéale. Ça ne décrit pas forcément une réalité, mais un objectif à atteindre avec des principes comme la redistribution des richesses ou l'abolition des privilèges. Donc, une société peut être égalitaire sans revendiquer l'égalitarisme, alors que l'égalitarisme, c'est revendiquer que tout le monde est égal par principe sans réaliser pour autant l'égalité. Car vouloir et pouvoir sont deux. C'est ce que va nous apprendre l'histoire de l'égalitarisme. Il faut donc d'abord distinguer entre l'égalité et l'idée d'égalité, et même entre l'idée d'égalité et l'idéologie égalitariste. Car l'idée égalitariste est la fille de l'idée d'égalité. Si la fille n'est pas sa mère, elle n'a quand même pas pu naître sans sa mère. Elles s'inscrivent tous deux dans une même généalogie. Selon la généalogie de la morale de Nietzsche, l'histoire de l'égalitarisme s'inscrit dans l'histoire du ressentiment des faibles pour les forts. René Girard dira pour sa part que l'égalitarisme puise son origine dans un sentiment humain fondamental, le désir mimétique, soit un besoin anthropologique de ressembler à l'autre et de s'approprier son altérité. D'autres diront plus simplement que c'est l'histoire du sentiment d'envie. Cette vidéo n'ira pas sur ce terrain, ce n'est pas son sujet, mais ces théories sont intéressantes à citer, qu'elles comportent une part de vrai ou de faux, car ce qu'elles soulignent par-dessus tout est que l'idée d'égalité est peut-être née d'un besoin anthropologique, donc fondamental, donc inévitable. L'envie, le ressentiment et le besoin mimétique sont peut-être le prix à payer pour qu'il y ait société et du lien social. Et en même temps, ces sentiments saccagent, ruinent et tuent. Comment alors les humains ont-ils géré ce besoin anthropologique et ces dangers pour le groupe social jusqu'ici? Pour mieux comprendre l'histoire de l'idée d'égalité, il serait intéressant de voir la manière dont la civilisation a répondu aux besoins anthropologiques qui a engendré l'idée d'égalité. La première réponse historique se trouve dans les systèmes de caste. Ces systèmes veulent inscrire les rôles sociaux dans l'ontologie, dans l'ordre du monde.
C'est pourquoi le récit de la création du monde indien dit que les 4 castes fondatrices furent créées dès l'origine, ce qui permet de les instituer ontologiquement. Un des mythes chinois de la création raconte que les nobles et les gens du peuple ne viennent pas de la même terre. Leur différence est donc naturelle, ontologique et non historique. Une telle différence ne peut pas être remise en question. De façon générale, les cultures asiatiques inscrivent les différences sociales dans un récit originel, tandis que les cultures occidentales n'inscrivent que la différence sexuelle. Dans la cosmogonie scandinave, le dieu du givre crée l'homme et la femme, c'est aussi ce qu'on retrouve dans la Bible. Hommes et femmes, il les créa. En gros, les sociétés asiatiques répondaient aux besoins anthropologiques de mimétisme en instituant ontologiquement les différences, les inégalités et les rôles sociaux. Comme ça, l'envie laisse place à la résignation, puisque c'est la nature elle-même qui empêche d'être comme l'autre ou d'avoir ce que l'autre possède. Quand les inégalités ne sont pas inscrites dans le récit de la création, comme c'est le cas du judaïsme, l'envie est au moins rejetée par les valeurs morales. L'un des 10 commandements dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » En gros, si les différences et les inégalités ne sont pas inscrites dans l'ordre du monde comme en Asie, elles doivent au moins être respectées par la morale pour garantir la paix sociale, comme dans le judaïsme. Donc, on peut dire que la réponse de l'Antiquité, c'était les inégalités ontologiquement instituées et le sentiment d'envie moralement stigmatisé. Avec le christianisme, il y a un changement majeur. Saint Paul affirme l'égalité ontologique de tous, peu importe les différences. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. C'est une égalité dans l'être qui dépasse et transcende toutes les différences sans les abolir. En islam, certains versets et hadiths étaient interprétés comme institutionnalisant une inégalité entre hommes et femmes. Mais cette vision change peu à peu sous l'influence de l'Occident. Et de plus en plus de théologiens musulmans proposent des interprétations qui réduisent ces inégalités de sexe. Cependant, ces changements sont récents et n'ont joué aucun rôle dans l'évolution du concept d'égalité qui reste une spécificité de la modernité occidentale. Il se peut que le christianisme ou la modernité européenne, tous deux marqués par la culture grecque, aient pu reprendre l'idée d'égalité chez les Grecs. Parce qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un moment dans la démocratie grecque où on a réfléchi à la notion de personne et d'égalité. Quoi qu'il en soit, l'affirmation de l'égalité ontologique de l'Évangile va façonner le destin de l'Occident. Donc, on peut dire que la réponse du christianisme, c'est l'égalité ontologique instaurée par la transcendance. L'égalité de l'être instaurée par le christianisme ne gomme pas les différences de la nature, de la vie et du mérite, mais elle clame que chaque être humain est également aimé de Dieu et doit donc être respecté par les autres. Respecter ne veut pas dire effacer les différences, mais garantir à chacun les conditions de la dignité qui peuvent être vues différemment selon les époques. Pendant des siècles, jusqu'aux Lumières, le christianisme a maintenu cette idée que la différence crée des liens, car seule la complémentarité des rôles fait vivre la relation. Mais qui dit différence et complémentarité dit inégalité. En fait, l'égalité ontologique chrétienne n'avait pas pour but d'abolir les inégalités, mais de garantir la dignité de tous, ce qui rendait les inégalités sociales à la fois acceptables et secondaires. Nietzsche a vu dans ce discours chrétien sur l'égalité ontologique une stratégie inconsciente des faibles pour ramener les forts à leur niveau. Marx l'a au contraire vu comme une stratégie inconsciente des forts pour maintenir les faibles à leur place. Pour se légitimer, l'argument était de dire « je suis socialement supérieur, mais tu es humainement mon égal ».
Qui, de Marx ou de Nietzsche, avait raison? Le discours chrétien sur l'égalité ontologique a-t-il davantage servi la cause des dominés ou celle des dominants? Je ne prétends pas trancher ce débat ici, mais il est certain qu'historiquement parlant, cette égalité ontologique a plutôt semé l'idée d'égalité dans la société occidentale. En effet, pour les modernes, respecter la dignité de tous signifiait reconnaître que chaque personne a une conscience et une liberté. Ils se demandaient si Dieu aime tout le monde de la même façon, alors tout le monde devrait apprendre à lire et prendre ses propres décisions. Si chacun est un messager de Dieu à part entière, on ne peut pas identifier les gens à leur rôle comme dans les cultures qui avaient institutionnalisé les différences. L'égalité ontologique a donc fini par appeler une égalité politique et sociale, ou pour le dire autrement, l'égalité de l'être a semé l'idée de l'égalité de l'agir et de l'avoir. Cela a provoqué des bouleversements dans les sociétés chrétiennes modernes qu'on n'aurait pas trouvés ailleurs. Ici, Tocqueville a visé juste quand il a dit que l'égalité avait pénétré par l'Église. Je le cite. Mais voici le pouvoir politique du clergé qui vient à se fonder et bientôt à s'étendre. Le clergé ouvre ses rangs à tous, aux pauvres et aux riches, aux roturiers et aux seigneurs. L'égalité commence à pénétrer par l'Église au sein du gouvernement, et celui qui eût végété comme cerf dans un éternel esclavage se place comme prêtre au milieu des nobles et va souvent s'asseoir au-dessus des rois. Nietzsche aussi avait cerné l'origine judéo-chrétienne de l'idée d'égalité qu'il voyait comme un poison. Mais ce que Nietzsche n'avait pas vu, c'est que si le christianisme avait accouché de l'idée, il avait en même temps accouché de son antidote. Julien Rochdy l'exprime de façon intéressante dans son livre Surhomme et sous-homme. Il décrit remarquablement comment l'humain étant devenu trop efficace à la chasse, puis grâce à l'agriculture, il n'a cessé de se multiplier, exigeant par là des organisations humaines plus complexes que Rochdy appelle la méga-machine. Ce terme désigne les premiers centres urbains et civilisationnels, les premiers empires et États de l'Antiquité, ainsi que l'État moderne. Pour fonctionner, cette méga-machine a dû réduire en esclavage et au servage la majorité du genre humain, comme s'ils étaient prisonniers d'un cercle vicieux. C'est ce qui expliquerait l'apparition des grandes religions à cette époque, ce que Karl Jaspers appelle l'âge axial. Les hommes auraient eu besoin de compensations religieuses pour supporter la méga-machine. Au lieu de chercher du sens dans le monde, on a commencé à inventer des arrière-mondes. Ces inventions venaient des opprimés, esclaves, pauvres, femmes, juifs et autres groupes qui n'ont connu que la souffrance et le ressentiment. Pour Nietzsche, c'est le judéo-christianisme qui aurait synthétisé ces idées morbides et les aurait fait triompher dans la civilisation. Mais pour Rochdy, l'erreur de Nietzsche était de confondre la cause avec la conséquence. En vérité, le christianisme n'a jamais été le déchet humain et encore moins son producteur. Il a toujours été ses égouts. Il n'a jamais créé l'esclave et son ressentiment, il les a pris en charge. Si l'on y réfléchit, le miracle n'est pas tant l'apparition et le succès du message de Jésus-Christ sur la scène de l'histoire, mais que le Fils de Dieu y arrive si tard. Seul un supplicié pouvait devenir le héros d'une religion après 3000 ans d'une humanité au supplice. Nietzsche accuse le christianisme d'avoir fait triompher la morale du ressentiment, alors que peut-être le christianisme avait permis de la canaliser. Grâce à ses promesses de réconfort dans l'au-delà, à son paradis transcendant, le christianisme a peut-être permis à la civilisation de survivre et de s'élever. En gros, il a empêché les opprimés de détruire le monde en leur offrant de l'espoir pour une vie meilleure dans un autre monde. Il retint davantage par la morale le bras du fort et surtout, il fit espérer une vie meilleure dans l'au-delà à tous les esclaves ou fils d'esclaves qui constituaient l'essentiel du genre humain. En somme, il embrasa leur cœur pour empêcher qu'ils embrasent le monde. Au XVIIIe siècle, la plèbe ne trouvait plus dans le christianisme de quoi soulager son ressentiment.
ce qui aurait mené à la Révolution française au désir d'égalité. Ce qui marque le mieux ce passage de l'égalité chrétienne à l'égalité moderne, c'est le passage de l'égalité ontologique, de la transcendance vers l'immanence. La foi chrétienne en un Dieu transcendant clamait une égalité symbolique tout en garantissant un certain ordre culturel. Mais dès qu'on a commencé à douter de l'existence d'un Dieu transcendant et qu'on a cru uniquement à la matière, les idées liées à la transcendance, comme l'égalité, la liberté ou la dignité humaine, n'ont pas disparu. Elles sont passées dans l'immanence. Ce n'est donc pas un hasard si l'idée d'égalité est née dans le monde chrétien, et c'est encore moins un hasard si elle naît en France et en Angleterre. À l'époque, les structures familiales dans ces deux pays offraient un terrain favorable. Comme le dit Emmanuel Todd, ces deux pays avaient comme modèle la famille nucléaire, papa, maman, enfant. Ce modèle préparait les enfants à être libres et autonomes, puisque ces derniers quittaient le foyer parental pour former leur propre famille nucléaire. Ça a contribué au développement de l'individualisme et donc des idées de liberté et d'égalité. En France, l'héritage était plus égalitaire entre les enfants, tandis qu'en Angleterre, c'était le testament qui décidait de l'héritage de chaque enfant. Cela explique pourquoi l'idée d'égalité s'est développée différemment dans chaque pays. En Angleterre, l'égalité se limitait au droit et à la loi. En France, avec la Révolution de 1789, l'idée d'égalité a pris une tournure plus radicale, cherchant à renverser les classes sociales et à établir une égalité entre tous les citoyens. En résumé, la France a élargi l'idée d'égalité aux questions sociales et politiques, alors que l'Angleterre s'est concentrée sur les droits individuels. On peut dire que la modernité a répondu en deux étapes. D'abord l'égalité juridique et politique, ensuite l'égalité sociale. D'abord le libéralisme, ensuite le socialisme. Commençons par le libéralisme. L'idée d'égalité découle logiquement de celle de l'individu. Dans la pensée moderne, l'individu précède la société. La société n'est qu'un ensemble d'individus et n'a pas de droit propre. Donc, les droits de l'individu sont indépendants de ses devoirs envers la société. Ils sont naturels et innés. Donc, tous les individus ont les mêmes droits dès leur naissance, d'où l'expression droit de l'homme. En 1789, on est passé d'un droit basé sur l'équité à un droit basé sur l'égalité. Avant, certains avaient plus de droits que d'autres selon ce qu'ils apportaient à la société. C'était l'égalité de mérite. Après la Révolution, tout le monde a eu les mêmes droits, qu'on les ait mérités ou non. Cette égalité en droit était censée offrir les mêmes chances à tous, peu importe leur classe sociale ou leur origine. On pensait que tout le monde finirait par prospérer. Tout le monde était censé devenir un monsieur, une dame, un gentleman, des titres qui étaient réservés à l'aristocratie avant. Mais l'égalité des chances n'a pas eu lieu. Au contraire, la liberté économique a mené au capitalisme et à la révolution industrielle, et les inégalités sont devenues encore pires que sous l'Ancien Régime. L'aristocratie a été remplacée par la bourgeoisie et les paysans par les prolétaires. C'était la première grosse déception du rêve égalitaire. L'idée d'égalité du XVIIIe siècle n'a fait qu'empirer les inégalités au XIXe siècle, ce qui a radicalisé encore plus l'idée d'égalité et a mené à la réponse du communisme, l'égalité sociale. Ici aussi, la structure familiale a joué un rôle clé dans le développement de l'idée d'égalité sociale. Bien que les premières revendications sociales soient apparues en France et en Angleterre, où les idéologies modernes étaient déjà bien développées, entraînant avec elles la société industrielle et toutes les misères qui en furent le prix, c'est en Russie que le communisme a pris forme en tant que régime. Comme l'explique Emmanuel Todd, le modèle familial russe était celui de la famille communautaire, où plusieurs frères et leurs femmes vivaient avec le père, ce qui menait à l'autoritarisme. Quand le père mourait, les biens étaient divisés de façon égale.
Après l'abolition du servage et l'affaiblissement du christianisme orthodoxe, la famille communautaire a disparu, laissant derrière elle des schémas de pensée qui vont se traduire politiquement par le régime communiste. L'égalité chrétienne en dignité, devenue égalité en droit avec le libéralisme, se transforme en égalité sociale sous le marxisme et le communisme. Cela veut dire supprimer les inégalités sociales et économiques, comme les différences de revenus, d'accès à l'éducation, à la santé, au logement, etc. Notez qu'il s'agit toujours d'inscrire l'égalité juridique, politique et sociale dans l'ontologie, dans l'ordre du monde. De même que dire, à l'origine il y avait les castes, ou à l'origine il y avait Adam et Ève. La modernité s'est mise à dire, à l'origine il y avait des individus libres et égaux. Le mythe de l'individu est un mythe cosmogonique comme la Genèse. Dans l'histoire des hommes, les communistes combattaient les libéraux. Mais dans l'histoire des idées, c'est la même idée d'égalité qui se radicalise. Le programme d'égalité des révolutionnaires français au XVIIIe siècle est avant tout social. Il ne concerne pas, par exemple, l'égalité des sexes. L'idée révolutionnaire, c'est d'arrêter de différencier les gens par leur classe d'origine. Le communisme du XXe siècle radicalise cette idée et tente de la réaliser avec une violence bien plus grande et durable. Les aristocrates et savants décapités à la Révolution française sont les précurseurs des bourgeois et scientifiques tués ou envoyés dans les camps sous la Révolution rouge. Partout dans le monde, la Révolution porte ce même programme. En Chine, Cuba, Cambodge, etc. Dès le début, on attaque non seulement l'inégalité de naissance, mais aussi l'inégalité de mérite. En Chine, par exemple, les gardes rouges brisent au marteau les doigts des plus grands pianistes. Le marxisme voulait supprimer les intermédiaires entre l'individu et l'espèce qui permettent aux gens de s'intégrer dans la société, comme la famille, la nation ou l'État, car il les voyait comme des sources d'inégalité et d'oppression. Le communisme ou l'égalitarisme parfait ne pouvait être atteint que lorsque l'individu vivrait directement son existence générique, c'est-à-dire comme un membre de l'espèce humaine et non comme un membre d'une communauté culturelle, religieuse, nationale, sociale ou familiale. Alors là, l'égalitarisme allait vivre sa deuxième désillusion. C'est vrai que ces institutions intermédiaires créent des inégalités et de l'oppression. Mais le totalitarisme marxiste, en supprimant ces groupes médiateurs, a fini par instaurer un despotisme encore pire. La suppression de ces médiateurs a atomisé la société et a obligé à créer un État autoritaire pour tout contrôler. Et ça a aussi créé une classe de bureaucrates et d'apparatchiks qui remplaçaient les bourgeois et les aristocrates. En réalité, le marxisme et le communisme n'ont fait que poursuivre et radicaliser l'idée d'émancipation portée par le libéralisme. Le libéralisme a été le premier à dire que la communauté était une fiction collective qui dominait l'individu. Il a voulu libérer cet individu de ses déterminismes sociaux et culturels, mais en supprimant progressivement les intermédiaires entre l'individu et l'État, les féodaux, l'église, la paroisse, le village, le clan, etc. L'individu s'est retrouvé plus vulnérable que jamais face au marché, lequel grandissait avec l'État à mesure que les intermédiaires qui leur servaient d'obstacle disparaissaient. Le seul moyen pour cette société libérale de survivre après son échec social du XIXe siècle, c'était de remplacer les solidarités traditionnelles qu'elle avait détruites par l'État-providence du socialisme. L'État-socialisme ne contre pas le marché, il le perpétue. Et le marché n'affaiblit pas l'État, il le grossit. Ensemble, ils détruisent les intermédiaires traditionnels. Dans l'histoire des hommes, le socialisme et le libéralisme se combattent, mais dans l'histoire des idées, ils se soutiennent. Ils sont deux faces d'une même pièce, l'idéologie individualiste et son idéal égalitaire. Certes, le marxisme a montré que la rationalité pure du libéralisme, qui devait libérer l'individu de ses appartenances et ses déterminismes, n'était qu'une illusion. Mais il a radicalisé l'illusion en prétendant libérer l'individu de toutes ses aliénations. Donc, au final, que l'un veuille émanciper et que l'autre veuille désaliéner,
les deux ont pour objectif de détruire les groupes intermédiaires entre l'homme et l'espèce humaine. Les deux sont des idéologies matérialistes qui ne croient pas en l'homme spirituel, mais seulement en l'homo economicus. Le marxisme et le communisme poursuivent le programme individualiste des Lumières, mais de manière plus radicale, créant une société encore plus atomisée que la société libérale. La société collectiviste n'est pas une communauté où les humains sont liés, mais un espace où les individus vivent côte à côte comme des atomes séparés, sans lien d'interdépendance et dépendant totalement de l'État. Avec la postmodernité, on entre dans le troisième âge de l'idée d'égalité. Donc, après l'âge chrétien où elle est ontologique, mais transcendante, arrive l'âge moderne où elle reste ontologique, mais devient immanente. Dans cet âge moderne, elle est d'abord libérale, une égalité en droit, elle est ensuite jacobine, puis communiste, une égalité sociale, puis à l'âge moderne, elle devient une égalité sociétale, sexuelle et spéciale, si je peux me permettre ce néologisme, pour désigner l'égalité des espèces. Bref, l'égalité est revendiquée partout, dans tous les aspects de la société. C'est la chasse à la hiérarchie et à la différence dans l'éducation, dans l'entreprise, dans la famille, dans le couple, dans la cité, dans la géopolitique, dans les textures des cheveux, dans le physique des gens, partout. Quand un concept ou une valeur passe de la transcendance à l'immanence, il passe de la profondeur à l'étendue. L'égalité chrétienne concerne la dignité de l'homme. Elle est inscrite dans sa profondeur. Mais quand l'égalité s'applique au monde matériel, immanent, elle s'étend à tous les aspects de la vie. Toute inégalité devient injuste. Et comme toute différence crée de l'inégalité, chaque différence devient une injustice à effacer. L'indifférenciation est alors appelée justice sociale. Sans la morale religieuse, l'envie et les désirs deviennent légitimes et remplacent les aspirations spirituelles. Mais comme ils ont été stigmatisés pendant si longtemps par la religion au point de marquer notre morale, ils sont déguisés en besoins et promus au rang de vertu. Mais le besoin ne touche qu'aux choses vitales, tandis que l'envie concerne des biens superflus qu'on veut dès qu'on voit que l'autre les a. Si on regarde la plupart des revendications égalitaires de la postmodernité, presque aucune ne concerne un réel besoin. Par exemple, demander le mariage pour les homosexuels, la parité dans les secteurs payants, ou encore l'accès à la GPMA, PMA. On peut être d'accord avec ces mesures, mais on ne peut pas prétendre qu'il s'agit de besoins vitaux. Comme l'envie et les désirs sont et resteront insatiables, ils entraînent en permanence révolte et ressentiment, engendrant par là une culture de révolte permanente contre l'ordre établi, contre les traditions et les coutumes qui se maintiennent ou se recréent péniblement, contre les normes sociales, contre les structures sociétales, contre les pratiques culturelles et institutionnalisées. C'est la culture du peuple adolescent, l'adolescence étant un âge de révolte. Ces trois âges de l'égalitarisme, l'âge chrétien, l'âge moderne et l'âge postmoderne, qui s'étalent du 5e au 20e siècle, sont décrits par Guillaume Fay dans son texte L'Occident comme déclin, comme suit. D'abord une phase mythique, à partir du 5e siècle, où le christianisme harmonise et unifie les différences avec un mythe puissant et où l'idée chrétienne de la personne cohabite avec des sociétés hiérarchisées. Guillaume Fay note que l'individualisme égalitaire ne découle pas automatiquement du christianisme, puisqu'ailleurs, la même religion n'a pas produit les mêmes effets. Ensuite, une phase idéologique, à partir du XVIIe siècle. Quand le mythe chrétien s'affaiblit, plusieurs idéologies naissent, toutes basées sur l'individualisme égalitaire. Guillaume Fay les réunit sous le drapeau de l'idéologie occidentale.
Cette dernière se construit contre l'Église, mais à partir des grandes idées chrétiennes qu'elle a peu à peu laïcisées. Elle s'est bâtie en plusieurs étapes: protestantisme au XVIIe siècle, libéralisme, hédonisme anglo-saxon, contrat social, les Lumières, les encyclopédistes, les physiocrates, le socialisme, le marxisme, la gauche moderne, le wokisme. Chaque nouvelle couche vient compléter la précédente. Cette phase est également pseudo-scientifique. Toutes ces idéologies qui ont sécularisé le schéma chrétien se présentent comme des sciences. Paradoxalement, plus les idéologies modernes se sont présentées comme scientifiques, plus elles ont fonctionné comme des religions. Le marxisme, le néolibéralisme, les courants post-freudiens, tous ont créé une foi forte car leurs mythes fondateurs sont cachés sous un langage scientifique. Et plus ces mythes sont enfouis, plus l'adhésion est profonde. La vision linéaire chrétienne de l'histoire est sécularisée aussi. Dans le christianisme, l'histoire part de la chute d'Adam, Ève et leur fils Caïn et finit quand l'humanité retourne au paradis céleste. Dans l'égalitarisme, l'histoire part d'un passé idéal où tout le monde était égal et doit retourner à cette égalité primitive. C'est comme le mythe de la chute et de la rédemption, mais dans sa version laïque. La troisième phase, amorcée au XXe siècle, est la phase sociologique. Elle correspond à l'application sociale de cette idéologie qui ne produit plus vraiment de nouvelles idées, mais s'universalise, s'intègre au comportement et s'applique concrètement dans le quotidien. L'idéologie égalitariste devient alors un réflexe collectif, un automatisme, une norme sociale, une manière d'agir, de penser, de vivre. Elle ne se pense plus, elle se vit. Elle se diffuse dans toutes les couches sociales, à travers les médias, dans tous les pays, sous forme de conduite naturelle. C'est l'État moderne rationnel et gestionnaire qui en devient le garant. Aujourd'hui, la plupart des gens n'adhèrent plus consciemment à une idéologie précise. Mais chacun, sans forcément s'en rendre compte, se construit à partir de morceaux d'idées issus des grands courants de l'individualisme égalitaire. On pioche un peu partout, un bout de libéralisme, un bout de socialisme, un bout de marxisme, un bout d'humanisme. Même si les grandes doctrines sont en déclin, une vision du monde partagée persiste. On retrouve les mêmes réflexes dans l'éducation, l'aide au tiers-monde, la vie quotidienne, etc. Pour résumer cette idée de Guillaume Faye, durant l'âge moderne de l'égalitarisme, l'égalité était vue comme une valeur extérieure à nous, qui devait s'opposer aux hiérarchies traditionnelles. Mais dans l'âge postmoderne, l'idéologie égalitaire en Occident est intériorisée au point où elle semble naturelle. On ne réfléchit plus à ces valeurs, elles sont simplement là, agissant dans la société. On veut l'égalité pour l'égalité sans se demander si elle est utile ou nuisible dans tel ou tel domaine. On veut l'atteindre à n'importe quel prix et on est prêt à lui sacrifier n'importe quel autre principe moral, religieux ou républicain. Par exemple, on sacrifie souvent à l'inclusion et la diversité les principes républicains de méritocratie ou de séparation entre la vie privée et la vie publique. Ou encore, pour permettre aux couples homosexuels d'accéder à la procréation, on a sacrifié le principe de non-marchandisation de l'humain et de son corps. L'idéologie égalitaire se présente comme un ensemble de luttes sociales, alors qu'en réalité, elles sont une praxis sociale. Et comme on ne peut jamais supprimer les différences et que tant qu'il y a la vie, les différences ressurgiront toujours, les luttes égalitaristes, devenues des luttes indifférencialistes, sont sans fin. La cohésion sociale devient encore plus impossible. Sur le plan économique, on dit souvent que la gauche a trahi ses idéaux dans les années 60. En réalité, elle est restée plus cohérente qu'on le croit. Au XVIIIe siècle, elle était libérale et introduisait l'idée d'égalité politique. Au XIXe et XXe siècle, elle est devenue socialiste et rajoutait l'idée d'égalité sociale. Dans les années 60 à 70, la nouvelle gauche pousse vers l'idée d'égalité sociétale et sexuelle. Comment cette évolution s'est traduite en termes économiques? Ça a commencé par la défense du libre marché au XVIIIe et XIXe siècle, ce qui a évolué vers la société marchande.
puis la promotion de la société industrielle au XIXe et XXe siècle, avant d'arriver à la société de consommation à partir de la fin du XXe siècle. Ça ressemble à une trahison dans le monde des hommes, car les hommes de gauche du siècle passé croyaient combattre le capitalisme. Mais dans le monde des idées, il y a une continuité logique. Chacune des phases de la gauche, liberté de marché, progrès industriel, puis société de consommation, était une phase dans le développement du capitalisme et de la mondialisation. Donc, de l'émancipation de l'individu des groupes intermédiaires entre lui et l'espèce. De plus, le développement technique de la société industrielle, que ce soit sous le libéralisme ou le communisme, a créé plus d'inégalités à cause de la spécialisation et de la hiérarchie technique. La société de consommation est beaucoup plus favorable au nivellement qu'une société de production où l'on valorise l'expertise et l'excellence. Donc, quand la gauche favorise la société de consommation, elle est toujours au service de l'idée d'égalité. Pas forcément au service de l'égalité, mais de l'idée d'égalité. Certains libéraux, socialistes et marxistes rejettent le wokisme comme un courant extérieur. Mais en réalité, c'est juste une version extrême de leur logique idéologique. Le libéralisme commence par supprimer les droits de la communauté pour instaurer les droits de l'homme universels génériques. Le marxisme et le communisme poursuivent l'œuvre libérale en enlevant tous les intermédiaires entre l'individu et l'État avec l'idée finale d'éliminer l'État lui-même comme intermédiaire entre l'individu et l'espèce, toujours pour réaliser cet être générique égal en droits et en ressources à tous les autres. La postmodernité poursuit ce rêve d'être générique sans nationalité, sans ethnie, sans territoire, sans sexe, sans race et peut-être même sans espèce. L'Occident postmoderne cherche à effacer les groupes intermédiaires pour la même raison que le libéralisme et le marxisme, ce qui mène naturellement à l'atomisation sociale et nécessite un État autoritaire. Mais après les horreurs des régimes totalitaires, il prend un autre chemin pour atteindre les mêmes résultats. L'État autoritaire devient absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux, comme l'avait prédit Tocqueville. Tocqueville expliquait que même si les corps des gens sont respectés et qu'il n'y a pas de terreur, les esprits et les âmes sont constamment et en douceur pris en charge, orientés et régulés. Le libéralisme a voulu affaiblir l'État, le communisme-marxisme a imaginé l'abolir, les deux l'ont finalement renforcé. Le premier a fignolé l'État moderne, le deuxième l'État totalitaire. La postmodernité a déployé l'État-providence, l'État maternel, l'État thérapeute, l'État managérial, l'État ingénieur, l'État banquier, l'État gardien de la morale, l'État nounou, etc. Donnons un exemple de cette filiation entre l'âge moderne et l'âge postmoderne de l'égalité, l'école. Aujourd'hui en France et un peu partout en Occident, l'école ne sert plus à transmettre du savoir, mais à promouvoir l'égalité. C'est un projet qui remonte à la Révolution française et qui se réaffirme à chaque étape de la République. L'objectif de l'école n'est plus d'introduire l'enfant dans le monde culturel, mais d'égaliser tous les enfants. Les textes concernant le remplacement de la transmission par l'égalisation remontent à Condorcet en 1792 et continuent tout au long de l'histoire républicaine. Il y a différence, mais pas rupture, entre l'égalité révolutionnaire et l'égalité postmoderne. C'est toujours le même projet qui se radicalise. À mon avis, on devrait plutôt parler d'hypermodernité que de postmodernité. Les enseignants en formation sont instruits de ne pas se positionner comme des sachants pour affaiblir la hiérarchie entre profs et élèves. Le projet égalitaire est tellement présent qu'il modifie même les mots. Par exemple, les internats d'excellence sont appelés internats de la réussite pour tous. L'idée, c'est de faire croire que l'excellence est accessible à tout le monde, alors que par définition, elle désigne les meilleurs. Pour qu'il y ait égalité, il faut récuser la famille, car c'est une médiation irrationnelle basée sur la nature et les sentiments, et qui est la première source d'inégalité. C'est pour ça que Staline enlevait des enfants à leur famille afin qu'ils soient influencés par le pouvoir plutôt que par leurs parents.
Ce programme avait commencé dès la Révolution française, quand Danton disait que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Il a été repris par les régimes communistes et reste encore d'actualité. Les enfants en Occident sont de moins en moins les enfants de leurs parents et de plus en plus les enfants de l'État. L'État a enlevé aux parents plusieurs de leurs compétences traditionnelles. C'est pour ça aussi que l'éducation nationale s'appelle éducation nationale et non plus instruction nationale. Elle met des psychologues scolaires à disposition des ados pour les aider dans leurs choix personnels afin que les parents ne soient plus les premiers conseillers. L'école à domicile a été interdite dans certains pays, des écoles privées d'excellence ont parfois été fermées, les devoirs à la maison sont diminués, parfois interdits, pour réduire l'inégalité entre les enfants, car ceux dont les parents prennent le temps de les aider ont un avantage. En fait, l'éducation familiale elle-même est inégalitaire, car elle varie beaucoup selon l'attention, l'affection, les soins et le temps que les parents peuvent donner. Les finances des parents jouent bien sûr un rôle, mais probablement plus secondaire que ne l'imagine la gauche, qui a toujours tendance à exagérer les facteurs matériels. Elle part du principe que les enfants négligés ne doivent jamais ça à la désinvolture des parents, mais toujours en manque de possibilités, en raison des horaires, des trajets, de la pauvreté et des moyens intellectuels, etc. La pensée officielle insiste souvent sur l'argent, croyant ou feignant de croire que les enfants mal partis n'ont besoin que de parents et profs bien payés pour réussir. La première raison en est que toutes les idéologies égalitaristes sont imprégnées du matérialisme. Ensuite, c'est parce que l'argent est ce qu'on peut partager facilement. Car comment égaliser la société si ce qui compte vraiment, c'est l'attention, le courage, l'autorité ou le sacrifice? Ces qualités, un État ne peut pas les distribuer équitablement. Elles apparaissent ici et là sans qu'on sache pourquoi certains en ont plus que d'autres. Du coup, elles sont ignorées. Quand on en parle, c'est toujours pour les ramener à la question de l'argent. C'est comme ça que le matérialisme gagne du terrain pour servir l'idée d'égalité. En somme, pour atteindre l'idée égalitaire, il faut à tout prix empêcher les héritiers de recevoir l'héritage familial et culturel. Aujourd'hui, on n'utilise plus la terreur, mais on tente d'empêcher ces héritages en cassant les filières d'excellence et en déconstruisant tout l'héritage civilisationnel et les normes de la culture classique. C'était la revendication des 68 arts et c'est celle des woke aujourd'hui. Arrêter la transmission de la civilisation. Selon le bon mot de Jean-Pierre Le Goff, il y a d'abord eu une négation de la filiation et à présent, c'est la filiation de la négation. On peut donner un autre exemple de la filiation entre égalitarisme révolutionnaire et égalitarisme postmoderne à travers celui de l'égalité sexuelle. Sous les régimes communistes, l'égalité des sexes est concrétisée par des femmes travaillant sur des chantiers, à des tâches rudes que seuls les hommes faisaient avant. Mais le totalitarisme n'a pas réussi à égaliser les rôles dans l'intimité des familles. Même si les femmes ont eu le droit de trimer sur les chantiers, elles n'ont pas été débarrassées de leurs tâches ménagères pour autant. Les sociétés postmodernes vont dans le même sens, mais plus loin. Elles militent pour que les femmes aient accès à tout, mais elles insistent aussi pour que les hommes partagent les corvées à la maison. Ce qui mène souvent à l'intrusion du politique et de l'idéologie dans la vie privée. L'égalité est tellement poussée qu'on ne tient même plus compte des différences naturelles, de sorte qu'il faut souvent faire comme si elles n'existaient pas. Par exemple, après une naissance, la femme est sans doute plus fatiguée que l'homme qui n'a fait que regarder, mais en fait comme si ça n'avait pas d'importance pour le congé parental. Le discours sur le genre vise à effacer la différence sexuelle qui est la base de notre société. C'est un vrai défi postmoderne où l'idée d'égalité s'impose même contre le bon sens et contre toute réalité, ce qui en fait une idéologie en bonne et due forme. Le discours sur le genre cherche à effacer une différence qui est pourtant fondamentale et naturelle, celle entre les sexes. On nous dit qu'il n'y a pas deux sexes, chacun étant homme et femme à des degrés divers de mélange. Si chaque individu a son propre sexe, les catégories n'existent plus. Et il n'y a plus d'appartenance à une catégorie sexuelle. On arrive au sommet de ce processus où tout se mélange. C'est le même processus qu'on a vu avec la Révolution française qui essaye de supprimer les ordres anciens, puis avec la Révolution communiste qui cherche à supprimer les classes sociales.
Aujourd'hui, on cherche à supprimer les sexes, mais aussi les frontières, la citoyenneté, les nations. C'est le processus de détricotage des particularités. Avant de conclure, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un j'aime, partager, vous abonner, activer votre clochette et laisser un commentaire auquel je tenterai de répondre dans une FAQ. Vous pouvez aussi laisser un don sur Ko-fi et me suivre sur Facebook ou Instagram. Je vous remercie par avance et de tout cœur pour votre intérêt et votre soutien. Certes, on peut dire que les différences de classe sont injustes et doivent légitimement être abolies, alors que les différences entre hommes et femmes ne sont ni justes ni injustes, elles existent sans intervention humaine et donc ce n'est pas à l'homme de les abolir. Mais la question est de savoir où et comment on place la limite entre les catégories légitimes et celles qui ne le sont pas. Le transhumanisme, par exemple, ne voit pas en quoi la nature serait une limite légitime. Il demande pourquoi on devrait accepter les inégalités génétiques. Et il accuse les religions ou les écolos conservateurs de vouloir bloquer le changement pour défendre leurs intérêts. C'est la conséquence de l'hyper-individualisme prôné par l'extrême gauche des années 60. Ce n'est plus la nature qui fait loi, c'est le désir. Ce qui est clair est que l'idéal égalitaire, depuis la Révolution française à ce jour, cherche toujours à supprimer un peu plus les particularités, qu'elles soient sociales, nationales, ethniques, religieuses ou de genre, et bientôt d'espèces. Encore une fois, si les divers partisans des divers égalitarismes se combattent entre eux dans l'histoire des hommes, dans celle des idées, il y a une généalogie, une filiation, une même logique qui avance d'une époque à l'autre, animée par l'idéal d'égalité à la fois hérité et dénaturé, parce qu'incapable de poser des limites.